Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Carré-Richter. Salut Benjamin, comment ça va ? Salut Olivier, ça va, merci. On est bien installé, toujours chez toi. Toujours. Toujours, je dis toujours parce que effectivement, il s'avère que c'est la première fois que je fais ça et pourquoi pas une prochaine fois, mais j'ai interviewé Floriane qui est ta femme. Exactement. Et qui a parlé de toi en fin d'épisode. Et je lui avais dit que on n'est pas à l'abri que justement j'ai une petite papote avec toi. Et donc nous y voici. Et elle nous disait que tu étais un homme de principe. Oui. Et du coup, est-ce que avec ça, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, Benjamin Carré-Richter, comme tu l'as dit, moi j'ai bientôt 43 ans, le temps passe vite. Aujourd'hui, au moment où on se parle, je suis devenu entrepreneur. Maintenant, ça fait 3 ans que j'ai monté trois sociétés, mais il y en a une qui compte pas trop, c'est une holding, mais au moins 2 sociétés, une de conseil en digitalisation et en marketing, et puis une deuxième qui fait de l'implémentation des solutions que je peux avoir l'occasion de préconiser en amont. Et sur les principes, la frontière est mince entre un homme de principe et quelqu'un de têtu et buté. Donc, on va dire que oui, je suis un homme de principe et je peux être un peu têtu et buté, mais dans l'idée, j'essaie d'accorder beaucoup d'importance à certaines valeurs, le respect, la parole donnée, la poignée de main, des choses comme ça. Un peu une philosophie un peu à l'ancienne que j'aimais beaucoup, quand on pouvait se le dire les choses droit dans les yeux et mal ou bonne d'ailleurs, et ça avançait et il y avait vraiment ce respect de la parole donnée et qui était super important. Et voilà, j'accorde beaucoup d'importance à ce genre de choses. Il peut arriver que ça crée des déceptions de mon côté parce que c'est pas un mode de fonctionnement qu'on voit encore beaucoup dans notre société actuelle. La notion de valeur et de principe ? Ouais, je trouve qu'il y a plus beaucoup de gens qui ont de la parole. Ah, d'accord. Donc, Voilà. c'est-à-dire qu'ils disent des choses et puis finalement ils font l'inverse et c'est OK pour eux. Oui, c'est ça, exactement. Ou ils ont pas peur, enfin surtout dans le milieu du digital. C'est un milieu qui est très récent finalement, même si Internet, ça fait une bonne vingtaine d'années que ça s'est développé. Ça reste quand même des métiers qui sont en perpétuel mouvement, perpétuelle innovation. Les clients, les entreprises n'ont pas forcément le temps de suivre tout ça et beaucoup se jettent dans la brèche et du coup en profitent pour ne pas forcément avoir une approche très honnête ou très loyale. Et c'est beaucoup d'ailleurs des gens que je rencontre, des clients qu'on récupère, c'est souvent des personnes qui ont été arnaquées, qui on a promis monts et merveilles et puis finalement qui ont eu un désert. Et voilà. C'est vrai que le monde du digital, parce que c'est finalement intangible, invisible d'une certaine manière, c'est beaucoup plus facile de vendre des choses et des illusions parce que tu t'imagines ce que tu vas avoir et puis en fait la réalité est bien différente. C'est ça. On ne vend pas du palpable, on vend de l'éphémère. Et finalement, même si des choses extraordinaires peuvent arriver grâce au digital, on ne peut pas promettre que ça fonctionnera toujours pour tout. On a des choses très par exemple, on a des produits de très bonne qualité qu'on n'arrive pas qu'à vendre sur Internet. On ne sait pas pourquoi, on peut pas l'expliquer. Et parfois, il y a des choses qui sont vraiment d'une qualité médiocre ou qui apportent pas forcément une grande innovation. Et ça part comme des petits pains grâce au digital. Et aujourd'hui, je suis pas capable d'expliquer le pourquoi. Et je pense que c'est important de garder cette part d'humilité. De se dire, OK, sur le papier, effectivement, ça a l'air cool, on va faire quelque chose de grand, mais peut-être pas trop s'avancer. On va essayer de faire quelque chose de grand. Un autre principe, en tout cas. C'est exactement ça. Et que je trouve très louable, c'est-à-dire c'est cette capacité à apprécier qu'on a des limites et qu'on reste des êtres humains malgré le fait qu'on a envie d'être des surhommes maintenant avec toutes les technologies. Justement, la technologie nous aide à dépasser nos limites. Mais il y a un moment donné où il faut bien se connecter à la réalité du terrain, quoi. Oui, alors effectivement, on peut vouloir devenir des surhommes, mais il faut pas oublier qu'on ne reste que des hommes aussi. Tout à fait. Ah, c'est une belle phrase. Je garderai ça. Comme tu le sais, ce podcast tourne autour du changement. Et donc, souvent, la question rituelle du démarrage, c'est toi, le changement, ça t'inspire quoi ? Le changement, pour moi, c'est la vie, parce que je vais étaler ma science comme de la confiture, comme le dirait Coluche, mais fais donc. Je crois que c'est Darwin qui disait que tout ce qui n'évolue pas disparaît, et donc il est nécessaire d'évoluer, d'avancer pour tout. On voit aujourd'hui dans les technologies, mais même en tant qu'être humain, c'est bien de s'élever pour essayer de devenir chaque jour quelqu'un un peu meilleur pour les autres, pour soi, pour ses enfants. C'est important de se débarrasser de ces bagages parfois un peu trop lourds pour avancer plus vite, plus haut, mieux et se sentir bien dans sa peau.
Et c'est valable un peu pour tout, en fait. La société a toujours évolué et je crois que cette évolution reste nécessaire, sans que ce soit obligatoirement un impératif que d'évoluer. Mais oui, je crois vraiment que le changement permet de s'élever en tant qu'individu, mais même en tant que société. Bah, super. Et donc, tu disais que tu avais monté une structure autour du digital, mais des recherches que j'avais pu faire, j'ai cru comprendre que c'est pas du tout là que tu avais commencé. Donc, en tout cas, de ce que j'avais regardé, tu as commencé au niveau, journalisme, c'est ça? Exactement. Oui, en fait, à la base, à la toute base, je voulais devenir footballeur. Ok, d'accord, c'est encore une autre vie, ok. Et non, mais il y a quand même une continuité. Et la carrière s'est vite arrêtée faute de talent. C'est quand même un élément. C'est un élément, en tout cas. Ouais. Et ensuite, grâce à ma sœur qui m'avait abonné à l'époque, je crois que ça s'appelait le Journal des enfants, qui était un petit journal qui était édité, je crois, par Le Monde et qui te permettait de suivre l'actualité. Donc j'ai commencé à me passionner par l'actualité et j'étais toujours passionné par le foot. Et m'est venue cette idée de devenir journaliste. Et donc j'ai fait une première année d'école de journalisme à Paris avec le projet de devenir journaliste et l'hésitation entre devenir journaliste sportif, enfin football principalement. Ouais, donc tu lis les deux au final. Ouais, c'est ça. Et puis je commençais à être un peu fasciné par ces grands reporters qui dénonçaient toutes les tricheries des dirigeants, toutes les magouilles et tout. Donc ça a commencé, j'étais partagé entre ces deux éléments-là. Et je me suis dit, c'est bon, je me lance. Et j'étais dans la promo de, entre autres, Mathieu Béliard, qui aujourd'hui, je crois, est sur Europe 1, ou en tout cas était sur la 5. Donc moi, ça me fait marrer de le voir aujourd'hui à la télé tout sérieux, alors qu'à l'époque, c'était un rocker un peu dandy. Là, on va voir les dossiers. C'est le seul qui avait dans ma promo un peu connu. Donc, football jusqu'à quel âge alors? Très tard, jusqu'à tard, j'ai espéré. Je pense jusqu'à 18-19 ans, j'espérais encore. Mais j'étais vraiment pas suffisamment bon, pas suffisamment physique. D'accord, donc vraiment 18-19 ans, et ensuite tu t'es dit, pourquoi pas le journalisme? C'est ça, en fait, j'ai pas eu une scolarité exemplaire à partir très tôt du collège. Mais j'étais doué en français, j'écrivais bien, j'avais écrit quelques nouvelles que mes profs de français avaient appréciées. Et quand j'ai commencé à parler de journalisme, on m'a encouragé. Ils ont tout fait pour favoriser le fait que je sois accepté dans l'école. Et puis je me suis lancé, voilà. Et justement, ce que tu disais, c'est que tu étais fasciné par ces grands journalistes qui dénonçaient des choses. Est-ce que c'est une valeur qu'il y a chez toi? Ça fait partie des principes, ouais. Oui. Aujourd'hui, je suis toujours abonné au Canard enchaîné pour suivre ce genre d'affaires. Je m'intéresse énormément à ça. Tous les sujets politiques, économiques, sociétaux. Il y a toujours ce gros intérêt. Et donc, du coup, tu te formes. Ouais. Et du coup, tu pratiques un peu? Comment ça se passe? Alors, je fais une première année seulement. À l'issue de cette première année, il y a eu 3 événements. Le premier, j'ai fait un stage sur un site sportif qui s'appelle MaxiFoot, qui existe toujours, que je lis d'ailleurs toujours au quotidien, pour lequel j'ai fait le stage. Et ensuite, je suis devenu pigiste. J'ai continué un petit peu à bosser avec eux. Et j'ai découvert, en même temps que l'avènement d'Internet, les commentaires. Et j'ai très très mal vécu les menaces de mort reçues par les supporters de certains clubs qui, pour certains, ont même retrouvé où j'habitais. Là, je me suis dit, ok, est-ce que je crois que le journalisme sportif, en fait, si ça part comme ça me donne pas si envie que ça. Donc c'était quoi? C'était parce que tu avais écrit quelque chose qui n'a pas été apprécié par des gens? C'est ça, en fait, faut pas critiquer le club des autres. C'est pas possible. Ça, principalement les clubs de Paris et de Marseille. Les supporters étaient quand même méga chauds. Et du coup, ils ont retrouvé où t'habitais, c'est ça? Ouais, et c'est ça. Il y a eu acte? Non, il n'y a pas eu acte, mais juste les menaces, moi, ça a suffi à me calmer et à me dire, ok, les gars, quand même, prennent le temps de lire mon article, prendre mon nom, aller me chercher sur Internet, faire des recherches. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'informations comme ce que ça sur les gens. Effectivement. Et qu'ils arrivent à trouver que j'habite à Auxerre, tout ça, que j'étais dans tel collège et tout. Je suis, ah ouais, quand même. Il y en a qui sont quand même très, 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 très chauds. Donc, j'ai préféré renoncer. Parce que ça, c'était un stage, du coup. Ça, c'était un stage, ouais. J'ai commencé comme ça. Deuxième stage, c'était dans un journal qui s'appelle Lyon Républicaine, qui est le journal local d'Auxerre. Et là, pareil, en un mois de stage, j'ai réussi à faire l'extraordinaire performance d'avoir 2 plaintes contre moi suite aux articles que j'ai posés. Du coup, là, c'est pareil. Je me dis, ah ouais, ok, donc la dénonciation, ça va pas être simple non plus. Parce que j'avais assisté à un conseil municipal qui avait fini en pugilat, où un contexte un peu particulier. La liste qui avait gagné, personne ne voulait être maire. Du coup, ils ont pris le maire de l'autre liste, sauf qu'ils pouvaient pas s'entendre. Et donc, les conseils municipaux en finissaient toujours à minima en insultes et voire aux mains. Et donc, j'avais assisté à ça, puis j'avais fait un article. Et donc, j'ai pris un truc de diffamation parce qu'ils voulaient absolument cacher que ça se passait comme ça dans leur mairie. Donc, ça avait fait beaucoup rire le rédacteur en chef de l'époque. Il me dit, toi, tu commences bien.
Et puis Pourquoi 2 plaintes? parce que c'est pas fini. Ah ok, il y en a une autre. Ok, je crois que c'est 2 plaintes pour le même truc. Et la deuxième, c'est en fait il y avait des gens du voyage qui avaient envahi un terrain de tennis, un club de tennis, et qui avaient détérioré beaucoup de choses. Et à l'époque, je sais pas si je l'aurais fait aujourd'hui, mais à l'époque j'étais un peu inconscient. Donc j'ai pris des photos le long de ma cuisse pour pas que ça se voit que je prenne des photos. Et je me suis dit bon, on verra bien. À l'époque c'était pas du numérique, il fallait développer les photos. Ouais. Et je disais on verra bien comment ça sera au développement. Et coup de peau au développement, c'était génial. J'avais que des bonnes photos. Sauf que quand l'article est sorti, la gendarmerie a dû venir pour me raccompagner chez moi. Ah ouais. Ah ouais, donc là, sportif, bof. Journalisme un petit peu dénonciateur, c'est pas dingue non plus. Ça créait quand même beaucoup de problèmes, mais je pense que j'avais pas les épaules à l'époque pour encaisser tous ces problèmes-là. Mais du coup, avant de dénoncer, t'aurais pu simplement faire des articles. Ouais, mais ça m'intéressait pas, ça. Ouais, donc il y avait quand même quelque chose chez toi qui était important, qui était de d'avoir une influence, d'avoir un impact, pas juste de décrire des choses pour écrire. Un sens de la justice. C'est-à-dire, il y a des choses que je trouvais pas normales, et comme c'était pas normal pour moi, c'était normal de les dénoncer. Ouais, je comprends. Voilà. Et puis la troisième chose qui est un peu moins rigolote, c'est que en rentrant un soir à Paris de l'école, je me suis fait agresser dans des conditions pas cool non plus, et je me suis dit ok, on va mettre ça entre parenthèses et on va bifurquer vers une autre formation. Et je suis parti dans la communication, qui était finalement pas si éloigné du journalisme, même si là on dénonçait plus rien, mais on va dire que c'était une voie un peu plus cool. Ouais. Mais j'aimais bien l'aspect créatif. Donc c'était l'autre élément qui me plaisait, c'était de créer, d'imaginer des concepts, des slogans. Je commençais déjà à m'intéresser à Bec BD, 99 francs, tout ça. Donc voilà, ça c'était ça m'a attiré comme ça. Donc du coup, il y avait un aspect où finalement t'es un peu plus cadré dans la communication, mais par contre, tu peux innover dans ce cadre-là. Exactement. Alors qu'avant, c'était vraiment je veux dénoncer parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais par contre, je récolte les fruits. Voilà, c'est ça. Et quels fruits entre guillemets. Les fruits pourris du coup. Ouais, c'est ça, ouais. C'est marrant parce que donc dans un autre épisode, j'avais interviewé une personne qui me parlait de journalisme aussi. Et elle me parlait plutôt de journalisme d'investigation. Et du coup, toi, quand tu t'es formé, c'était pas cette branche-là? C'était de la première année, c'était trop tôt. Ah oui, c'est trop tôt, d'accord, il y a une spécialisation qui se fait après? Si j'avais continué, je pense que j'aurais continué dans cette voie-là, l'investigation pour dénoncer. Pour dénoncer. Oui. Aujourd'hui, quand je vois le travail de Mediapart, du Canard, même des équipes de France Télévisions, il y a quand même du beau boulot qui est fait par certains journalistes. Et je suis assez admiratif parce que eux, ils doivent pas dormir correctement tous les jours, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Si déjà, toi, à ton niveau, en tant que stagiaire, dans des petits, on va dire, contextes, tu reçois déjà des choses comme ça où tu te fais agresser, il faut imaginer quand même que les gens qui sont plus exposés, ça doit être pire. Ah, ils doivent vraiment passer des sales moments, ouais. Ouais. Un grand merci à eux, du coup, parce qu'il faut avoir un sacré courage pour accepter d'affronter ça. Et du coup, donc, tu enchaînes, communication plutôt d'une manière externe, ou tu es dans une boîte et tu fais la com pour la boîte? Là, au début, je commence que dans le marketing, assistant marketing, tout simplement. Et puis ensuite, après 2 ans, je fais de l'alternance. Puis après 1 an d'alternance, je reste 1 an en CDI parce que j'avais que ça. Je suis débauché par une agence de com. Je trouve le truc super intéressant parce qu'on passait côté conseil. Finalement, après 3 semaines, 1 mois, je découvre que c'est une arnaque totale. Donc, je claque la porte. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est une arnaque? C'est pas du tout le poste qu'on m'avait promis. À la base, je devais accompagner les entreprises pour les conseiller dans la partie créative. Et je me retrouve commercial. Ah, et tu dois vendre des choses, quoi. Et je dois vendre, je dois faire du phoning à longueur de journée, du mailing, j'emmène ma petite sacoche en cuir et je dois aller rencontrer les gens. Enfin, c'était pas du tout ce qui était sur le papier à la base, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est en fait, je fais du conseil si je signe. Ah oui, d'accord. On t'a pas dit. Mais il y avait pas cet aspect-là, quoi. Mais dans le contrat de travail, c'était pas super écrit non plus. Et comme j'étais jeune, je connaissais pas toutes ces notions de contrat, de l'obligation du patron, tout ça. Et comme j'avais déjà des principes, je fais ok, t'as pas été réglo, je m'en vais. Sauf que comme je connaissais pas non plus tous les principes, je savais pas que j'avais pas le chômage. Ouais, je connaissais pas tous les principes. Ok, donc du coup t'es parti et t'avais rien à l'époque. Ouais. Et du coup j'ai monté une première structure avec un pote qui était comme moi en galère et on a monté une agence de com qui a duré 7-8 mois, le temps qu'on gagne de quoi bouffer, qui s'appelait Sevencom. Et on a commencé à rentrer des petits clients. Moi je m'occupais de la partie graphisme et conseil. Et mon pote, lui, faisait la partie développement pour les sites web. Et on a signé des projets pas mal, assez intéressants, dont l'AFPI de d'Aix-en-Provence, où c'est Jean-Pierre Dos Santos qui nous a donné notre chance. Et on a, aventure extraordinaire. On a fait le site de l'AFPI. On est allé filmer dans les hauts fourneaux dans le sud de la France, chez ArcelorMittal. Enfin, incroyable. On était des petits minots qui avaient eu cette chance-là grâce à 2-3 entrepreneurs qui se sont dit, ok,
Les gamins, je vais les faire bosser et on va leur donner leur chance, quoi. Mais justement, quand tu pars de la boîte d'arnaque, là, Ouais. enfin, la boîte d'arnaque, c'est l'arnaque en elle-même, tu te dis naturellement, je vais monter mon truc. Ouais, bah j'avais pas le choix, fallait que je bouffe. Mais du coup, tu t'es pas dit, tiens, je vais essayer de chercher autre chose ailleurs, parce que beaucoup de gens, non. la plupart du temps, vont chercher un autre job, tu vois, ailleurs, mais l'entrepreneuriat, ça reste quand même un choix courageux. Bah à l'époque, je pense que c'était plus un choix inconscient. C'est j'ai besoin d'argent tout de suite. Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent tout de suite. Si je dois chercher du boulot, faut que j'envoie des CV, faut que j'attende qu'on me réponde, tout ça. Bah je vais plutôt aller chercher du taf et créer mon taf. Et ensuite, si je trouve un autre boulot en parallèle, on verra si j'arrive à faire les deux et tout ça, quoi. Mais c'était un choix alimentaire, mais finalement qui m'a plu. Et tu l'aurais fait si t'avais été seul? Non. Non, c'était le fait de pas le faire seul aussi. Ouais. Seul, je pense que c'est d'ailleurs dans mon parcours entrepreneur, chaque fois que j'ai voulu monter un truc, je l'ai jamais fait seul. Il y avait toujours à minima un associé et bah si depuis que je suis avec ma femme. Ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un quand même qui soutient. Ouais, je comprends, ouais. Et souvent, hein, quand on est plusieurs, on a moins peur, comme on dit. Bah c'est ça. Mais c'est cool parce que ça veut dire que donc, tu t'es lancé dans le monde de l'entrepreneuriat finalement assez tôt. Pas forcément d'une volonté, on va dire, initiale d'entreprendre, plus par un besoin alimentaire, mais c'est pas grave, tu l'as fait. Par contre, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a amené, si avec le recul maintenant tu peux le distinguer, mais qu'est-ce qui t'a fait décrocher ces clients-là? Parce que même des gens des fois très expérimentés lancent des choses, n'arrivent pas à décrocher les choses. Toi, dans ton histoire, là, t'as quel âge à peu près là, à cette époque-là? Je dois avoir 23 ans. Tu as 23 ans, comment tu fais pour aller chercher les gens et puis décrocher les missions, les clients? Le petit réseau. Le petit réseau, ouais. Ouais, c'est à l'époque, t'as pas un gros réseau, t'as des parents, t'as des copains, tu racontes à tout le monde ce que tu vas faire, et puis il y en a qui disent bah appelle machin. Et puis puis tu verras bien, on ne te promet rien. Et d'ailleurs, j'ai toujours le même problème aujourd'hui, c'est que trouver des clients tout seul en faisant du porte-à-porte, je suis incapable de le faire. C'est des grands moments de solitude à chaque fois que j'essaie de faire un peu de call mailing ou de call phoning, parce que généralement ça aboutit à rien. Enfin, c'est même pas généralement, je suis à peu près à 100% de réussite. Par contre, à partir du moment où j'ai un point d'entrée, après, je pense que j'arrive à trouver la force de conviction, puis surtout, je m'intéresse vraiment à l'autre. J'y vais pas pour vendre mon produit, j'y vais pour comprendre le besoin et pour découvrir un secteur d'activité. Et je pense que ça fait aussi un peu la différence. Je dirais que beaucoup vont à la rencontre des autres pour vendre. Et moi, c'est pas mon cas. Si je vends, tant mieux. Mais c'est surtout si je peux comprendre le besoin, si je peux y répondre, et surtout si je peux découvrir en plus un secteur d'activité que je connais pas, là, je pense que il y a une relation un peu différente qui se met en place. Oui, c'est-à-dire que ton intention, donc c'est ton objectif final, n'est pas le même que beaucoup de gens qui peuvent simplement chercher à leur avantage à vendre quelque chose, parce que c'est ça qu'ils vont chercher. De ce que j'entends, toi, tu cherches surtout à aider la personne dans la conversation et dans la relation que tu vas avoir. Et si tu vends, bah, tant mieux. Parce que du coup... C'est ça. Moi, je veux être un partenaire, je veux co-construire. J'aime bien cette idée de co-construction. Et on en reparlera peut-être après, mais dans tout ce que je mets en place, finalement, avec le temps, ça se matérialise un peu plus maintenant et j'en prends même conscience aujourd'hui, mais ça a toujours été dans cette optique de co-construction. Même quand j'étais salarié, j'avais un côté intrapreneur. Je voulais construire pour mon patron, pour l'entreprise, pour l'institution. Ouais. Et c'est ce qui me frustrait d'ailleurs énormément, c'est que finalement, quand t'es dedans, t'as souvent beaucoup moins les mains libres pour entreprendre et innover. Et curieusement, quand t'es à l'extérieur, oui. C'est marrant, hein. Comme quoi, des fois, juste le positionnement change pas mal la donne. Hein. Mais c'est fou. J'ai une anecdote marrante. Dans une des expériences, j'étais responsable marketing dans une école de commerce et j'avais un bras droit qui était une pépite. Il était jeune, il était fougueux, il avait tout le temps plein d'idées. Beaucoup de très bonnes idées, parfois un peu moins bonnes, mais beaucoup de bonnes idées. Et on était vraiment en plein essor de l'automation, de la digitalisation, et on n'était pas entendu par la direction. Et un jour, ils font venir un consultant, un copain du patron, qui a pris 50 000 € pour faire son audit et ses recommandations. Et là, j'ai dit à Jérémy, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire toutes nos idées. Et je te parie que il va tout réutiliser. Parce qu'on lui mâche son boulot, en fait. Bah ouais, c'est ça. Et puis, ça a pas loupé. Jour de la restitution, toutes les idées de Jérémy et donc de moi ont été reprises, mais vraiment toutes. Il en manquait pas une seule. Et tout a été validé par la direction et on a décidé de tout mettre en place. Moi, j'étais content. Par contre, mon collaborateur était très, 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 très déçu et frustré. Et il est parti très peu de temps après et il a pris son envol. Aujourd'hui, il est directeur marketing d'un grand groupe automobile. Mais ouais, il fallait que ça vienne de l'extérieur. C'est incroyable. Bah, c'est malheureusement une réalité très répandue. Hein. Moi qui interviens de l'extérieur, souvent, je vais discuter avec les gens
Et la première question que je leur pose, c'est qu'est-ce qui pour vous paraît être la chose la plus intéressante à mettre en œuvre et sur laquelle vous n'avez pas été entendu aujourd'hui? Et du coup, moi, souvent, je pousse ça d'abord. Pas par flemme de réfléchir, mais c'est parce que déjà, si les gens ont envie de faire ça, autant pousser leurs idées parce qu'ils sont déjà engagés dans cette direction-là. Donc en fait, je trouve ça dommage que effectivement les entreprises, de manière générale, n'aient pas cette écoute. Ça n'a pas moins de valeur parce que ça vient de l'intérieur. C'est potentiellement biaisé, oui, mais ça n'a pas forcément moins de valeur qu'une personne qui vient de l'extérieur, qui justement n'a pas le contexte en tête et vient simplement poser un état des lieux. Donc effectivement, je pense que la combinaison des deux est intéressante. Mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu disais, toi, tu étais content parce que finalement, le résultat est atteint. Alors que finalement, ton collègue de l'époque, il y a quelque chose autour de il m'a volé mes idées ou quelque chose comme ça, non? Je pense qu'il y avait une part de... il avait envie d'avoir la reconnaissance aussi. Ce qui est compréhensible en vrai. Oui, bien sûr. Ouais. Ah non, je ne lui reproche pas. Je pense qu'au même âge, j'aurais certainement réagi pareil. Avec le temps, un peu d'eau dans son vin. Je vais faire une analogie avec le foot, mais il faut gagner la Ligue des Champions 1-0 en étant à 11 derrière, ou est-ce qu'il faut perdre 5-4 avec panache? On retient que ceux qui ont gagné. Même si je préfère le panache, on retient que ceux qui ont gagné. Si j'aime le panache. J'aimerais revenir sur un thème que je trouve intéressant à aborder avec toi. C'est dans la démarche que toi, tu as à rencontrer les personnes et les clients, tu parles bien du besoin et pas forcément de la solution. Jamais. C'est-à-dire que c'est marrant parce que c'est un échange que j'ai eu avec des personnes. C'est moi, je suis dans l'accompagnement, le coaching, et j'ai eu une série de personnes que j'ai eues il n'y a pas très longtemps, et je leur ai dit la même phrase. Au bout d'un moment, je leur ai dit, en fait, c'est rarement une question de chemin, c'est souvent une question de besoin. Donc j'aime bien les rimes, hein. Mais au-delà de ça, je me suis dit que ça, c'était un sujet qui devait résonner avec toi parce que il me semble que tu parles de travailler sur le besoin plutôt que de toujours travailler sur les outils et la solution. Ouais. Et ça te vient d'où, ça? Est-ce que c'est une expérience particulière qui a généré ça? C'est toutes les expériences que j'ai pu avoir depuis le début de ma carrière. Donc à partir même de cette initiative que tu avais eue? Juste après Sevencom. Juste après? Ouais, juste après, le premier boulot que j'ai eu après, c'était... j'ai été recruté comme webmaster dans une coopérative agricole. Et lorsque je rencontrais les agences, on parlait tout de suite du CMS qu'il fallait mettre en place. C'est ça. Quel outil on va mettre? Déjà, je vais vous expliquer ce dont j'ai besoin. On travaillait avec une agence qui réunissait toutes les coopératives de France pour mettre en place un extranet avec les clients. Et ben là, pareil. On parlait que de la solution technique. Il n'y avait pas d'analyse du besoin, il n'y avait pas d'analyse métier, il n'y avait pas de tentative de compréhension de ce à quoi ça va vraiment servir et surtout de ce que ça pourrait devenir. On répond à un instant T avec une technologie, mais il n'y a aucune anticipation. C'est comme si on disait j'ai besoin d'une maison. Ouais, t'inquiète, je te fais un truc avec de la paille. Ouais. Puis t'as une maison. Oui, non, mais par contre, je voudrais y vivre tout le temps. C'était pas dans le cahier des charges. Exactement. Et ça, c'est un peu une aberration. Puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai travaillé pendant 3 ans comme analyste fonctionnelle avec la technologie Salesforce. Je trouvais cet outil fantastique, mais les commerciaux qui vendent le logiciel vendent le logiciel. Si l'outil est surdimensionné par rapport aux besoins, ils en ont rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est de vendre le logiciel. Alors que potentiellement, plutôt que d'avoir Salesforce, le client pourrait avoir un besoin de juste NoCRM, qui est un autre outil qui est très bien et qui est beaucoup plus simple d'utilisation, qui a pas besoin de toute cette configuration, etc. Et quand j'ai ensuite eu la dernière expérience avant de me mettre à mon compte avec une entreprise suisse, là pareil, ils vendaient 3 technos. Par exemple, pour faire un site internet, ils utilisaient un outil qui s'appelle Magnolia, qui est certainement très très intéressant pour les gros projets très importants. Mais sinon, pour faire un petit site vitrine assez simple, aucun intérêt. On le vendait quand même. Et ça crée des grosses frustrations et chez moi et chez les clients. Alors d'abord chez le client. Oui, c'est ça, parce que justement, c'est la question que j'avais, c'est qu'est-ce que ça générait chez toi, du coup, parce que chez le client, je peux l'imaginer, ça je le vois tous les jours, tu vois. Mais qu'est-ce que ça générait chez toi, dans le sens où, au final, tu étais payé pour répondre à une demande, pas forcément au besoin. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça touchait chez toi? C'est particulier, c'est un peu viscéral. Enfin, c'est là on revient sur les histoires de principe. Je me disais, mais c'est complètement débile. Je me dis, mais c'est pas possible qu'on vende ça pour faire ça. J'aime bien faire des parallèles un peu simplistes, mais
On n'en prend pas une Twingo pour aller faire le Paris-Dakar et on n'achète pas une Ferrari pour faire se balader que dans le centre-ville. Enfin, il y en a qui le font. Hein. Oui, Mais... oui, c'est vrai. Mais c'est là où enfin, voilà, c'est plus une question de bon sens. Parfois, je me dis, mais juste un peu de pragmatisme, un peu de, ok, arrêtons de vouloir réinventer la roue, arrêtons de vouloir vendre à tout prix des éléments, des technologies qui servent à rien. Et aujourd'hui, je trouve beaucoup d'agissent comme ça. Je me répète, mais rien que quand je passe un peu de temps sur LinkedIn et que je vois les mecs qui vendent des formations pour apprendre à utiliser ChatGPT sur 3 000 € la formation, je dis pourquoi? ChatGPT, c'est gratuit, on prend un peu de temps à s'amuser avec et puis on apprend à s'en servir. Enfin voilà, je peux en donner à l'appel des exemples comme ça. Où je vois même des clients qui m'appellent et qui me disent ouais, je voudrais de l'IA. Ouais. Ok, c'est quoi le besoin? Je veux l'IA. Ouais, parce que tout le monde le fait, puis j'ai lu que dans 5 ans, si on passe pas à l'IA, on est mort. Je fais on va se poser parce que moi il y a 20 ans quand j'ai commencé, je lisais les entreprises qui n'ont pas un site internet, dans 5 ans elles sont mortes. Ouais. Là, j'ai signé un client il y a pas longtemps qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. On va leur faire leur premier site internet. Ils l'ont jamais eu. Ouais, comme quoi. Mais il fonctionnait que grâce à la réputation, bouche à oreille, etc. Et l'IA, c'est pareil. Et dès qu'on creuse un peu le besoin, je veux un chatbot avec de l'IA. Alors ça coûte tant. Déjà sur Agaf, c'est moitié de ton chiffre d'affaires. Oui. Ça va te freiner un peu. Sache-le. Et puis c'est utile si vraiment t'as une donnée qui est bonne, si t'as bien tout configuré, si t'as des commerciaux qui font le taf derrière, etc., etc. Mais non, on pense tout de suite à la techno. On dit attends, voilà, on va réfléchir. Déjà, on va te faire un petit tunnel d'achat qui est cohérent. Puis ensuite, on va voir comment faire évoluer les choses. Mais performons déjà simplement avant de sortir l'artillerie lourde. Ah, c'est marrant parce que alors ça me fait penser à un truc un peu connexe. Je sais pas si t'as vu la série Squid Game. Non. Non, tu l'as pas vu, mais tu vois le concept ou pas? Vaguement, ouais, j'en ai entendu parler. En gros, c'est des jeux. D'accord. C'est juste que quand t'as perdu, tu perds la vie. Grosso modo. Alors j'avais cet aspect de perte de vie. Ok, et donc du coup à la fin tu as beaucoup d'argent, etc. Et en fait le concept qui est intéressant, c'est qu'en fait les joueurs sont sélectionnés souvent parce que ce sont des gens qui sont en galère d'argent, et donc du coup on les met dans des épreuves et après ils ont un capital qui augmente plus il y a des gens qui perdent. D'accord, donc c'est un peu ça le concept. Au-delà de ça, ce qui est intéressant dans la deuxième saison, c'est que il y a une manière de sélectionner les gens et il y a une personne qui va sélectionner les gens. Et donc, elle va sélectionner les gens en leur proposant un jeu. Voilà, je te donne pas les détails du jeu, mais ce qui est intéressant, et en tout cas moi la scène qui m'a marqué, c'est que il va dans un jardin et il va voir des sans-abri. Et il leur offre un choix. Il leur dit, soit je vous donne du pain dans une main, soit de l'autre côté, un ticket de loto. Lequel vous choisissez entre les deux? Ce qui est intéressant, c'est que 99% des gens prennent plutôt le ticket de loto qu'ils ne prennent en fait le morceau de pain. Et moi, en fait, ce que ça me résonne, entre guillemets, dans ma tête, c'est que on arrive très facilement à s'illusionner tout seul d'un futur potentiel. Et c'est ça qui est beaucoup plus excitant que le besoin actuel que l'on peut avoir. Tu vois ? En tout cas, moi, c'est ça le parallèle que je fais dans cette scène-là avec ce que on est en train de dire et moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est que on n'arrive pas à regarder à nos pieds. On est toujours focalisé sur un futur potentiel. Et c'est ça qui est excitant et c'est ça qui nous fait avancer. Et pour moi, c'est pareil avec l'IA, avec toutes les solutions qui émergent. C'est qu'en fait, oui, ça pourrait m'apporter ça. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que là, maintenant, j'en ai besoin ? Peut-être pas. Et peut-être que je pourrais apprécier ce que j'ai là maintenant, du coup, plutôt que de toujours chercher et d'avoir une fuite en avant. Donc voilà, je voulais te partager ça parce que je trouvais ça intéressant en termes d'image. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est un subtil mélange entre ce besoin d'avoir plus et de se projeter sur plus du mieux et la peur. Le mécanisme de la peur aussi, et surtout sur les nouvelles technologies. C'est vrai. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, beaucoup des entrepreneurs peu scrupuleux dont je parle agissent beaucoup sur les mécanismes de peur. C'est vrai. Et lorsque j'ai des échanges sur LinkedIn avec sur certains posts, parfois je m'offusque dans les commentaires, dire mais arrêtez de poster des choses comme ça. Arrêtez de faire le culte de la peur pour obliger les gens à acheter vos services. Le pire, c'est que ça marche. Ah bah, c'est sûr. Ça dure pas, mais ça marche. Ça reste des mécanismes qui sont profondément humains, quoi. Donc après, la question qui se pose, c'est à quel point tu vas y croire et à quel point tu vas continuer à y croire dans la durée, alors que tu vois bien que les choses n'évoluent pas. C'est l'allégorie de la caverne de Platon. On est complètement dedans. On voit une ombre qui est monstrueuse, on est persuadé que ça existe. Et on veut surtout pas se retourner parce qu'on a peur que la réalité soit encore pire que ce qu'on imagine. Ouais, effectivement, ouais. Et du coup,
Donc tu vois tout ça. Mm. Besoin, solution. Tu vois qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Toi, tu es déjà dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te fait basculer dans une autre aventure? Au moment où je commence à entreprendre, c'est la sécurité de l'emploi. Parce que Okay. entreprendre, c'est cool et puis on a quand même des bons résultats, mais il y a aussi l'environnement social où on te dit un CDI, c'est bien. Si tu veux emprunter, si tu veux avancer, c'est quand même bien d'avoir un CDI. Donc, on replonge. On replonge. Et donc, voilà, on retourne dans le CDI, puis on fait une expérience qui dure 1 an, une autre qui fait 2 ans, on se lasse. À chaque fois, on arrive plein de bonnes intentions parce que sur le papier, l'annonce est dingue, les promesses sont incroyables, tu auras les mains libres, tu pourras apporter ta fougue, ta vision, etc. et tout. Puis bon, à chaque fois, ouais, mais on a parlé en codir, ça fait quand même beaucoup de changements. Ah bah ça. Donc voilà, donc du coup après, toute la carrière, ça va jusqu'à il y a pas si longtemps, ça a été le yo-yo. Je fais 2-3 CDI, je relance un truc, je reviens, j'en fais 2-3 CDI, je relance un truc. Mais à chaque fois, tu relances un truc et quand tu repars, tu fermes? Ouais. Oui, parce que ça marche pas toujours. Ouais, non mais effectivement. Donc on a eu une idée à une époque avec 3 potes où on s'est dit on va monter le premier site qui fait des programmes sportifs en ligne. Okay. À l'époque, on était très sportifs, ça existait pas. On s'est dit on tient une pépite, on va faire des programmes sportifs en ligne. Il y avait un développeur, un financier, un coach sportif et moi. On s'est dit super, on a le quatuor gagnant quoi. Et puis on a bossé sur le truc, tout était prêt, puis on a finalement le coach sportif nous dit non les gars, j'arrête, je suis pas prêt. Et voilà, plus de coach sportif, c'est plus compliqué d'avancer. Ouais. Donc voilà, et le temps qu'on se retourne, il y en a 2-3 qui sont sortis et puis c'était fini. Ouais, c'est fou comme quoi des fois ça tient à rien pour faire le premier pas qui déclenche vraiment la chose quoi. C'est-à-dire que là vous étiez sur la ligne de départ et vous avez même pas eu l'occasion de démarrer quoi. Vraiment, ouais, c'est exactement ça. Ouais. On est tombé au coup de feu. Ouais, c'est ça. C'est dingue parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans cette situation-là où parfois l'effort de démarrage est peut-être tellement important que du coup on n'arrive pas à avoir le premier palier quoi. Tu sais, c'est un peu comme quand je sais pas, tu fais de la musique non ou Pas du tout. Donc des activités ou le foot par exemple, tu vois. Du sport, ouais. Du sport ou je sais pas si tu as cette sensation là où en fait bon déjà la progression est plus rapide au début parce que tu as tout à apprendre mais tu passes par des paliers. Oui, c'est vrai. Donc tu as des paliers à partir desquels tu sais que tu ne redescendras jamais en dessous. Quand tu vois un ballon maintenant, quand tu le reçois, tu sais que tu peux tirer dedans quoi, grosso modo. C'est à peu près ça, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui vous est arrivé là, c'est que vous n'êtes même pas arrivé au premier palier quoi. C'est-à-dire que vous ne savez même pas si votre truc aurait pu marcher parce que vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir le tester. Exactement quoi. Ça, ouais. Là complètement, ouais. C'est très très frustrant. Ouais, c'est super frustrant. Et je pense que je ne le saurai jamais, mais je pense que parce que ça reste mon ami aujourd'hui, je pense que lui il a pas cru en fait. Il y croyait pas et ça lui a fait peur et il a préféré s'arrêter avant de. Parfois il y en a qui ont peur de la chute et ils préfèrent s'arrêter avant de tomber. C'est encore une fois quand on parlait tout à l'heure de l'illusion du futur. C'est à la fois le positif et à la fois le négatif, quoi. Ouais. Et effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y a quand même une certaine conviction personnelle à avoir que ça va marcher, parce que sinon, c'est dur de se lancer. Hein. Y a rien qui te pousse à te lever le matin, sinon. Ça, c'est sûr. Mais du coup, ce que je trouve fascinant dans ce que tu me racontes, c'est que donc t'as monté des trucs, t'es passé en CDI, ça n'a pas marché, t'as retourné dans CDI, mais jamais tu t'es dit que fallait arrêter de lancer des trucs? Non, ça a toujours été là. Et à chaque fois, je me suis planté. Je me suis dit, c'était pas les bonnes personnes, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne offre. J'étais peut-être trop jeune, j'étais peut-être pas prêt. Mais ça m'a toujours habité de me dire, j'aime trop ce sentiment de liberté et ce petit danger qui vient avec. Ah oui, ça, oui. Ça. Ouais, il y a l'adrénaline qui va avec. Et puis même, au fur et à mesure, je trouve que ces échecs te construisent pour la suite. En fait, au début, tu as une idée, tu te plantes, mais t'as 2 façons de réagir. Soit tu te dis, je suis nul, je laisse tomber, je referai plus jamais. Soit tu te dis, ok, je vais citer Batman. Pourquoi tombe-t-on, Bruce? C'est pour mieux apprendre à se relever. C'est exactement ça. Du coup, je me dis qu'on a la culture qu'on mérite. Mais, mais c'est exactement ça, en fait. On tombe et puis on se relève. Il y en a qui tombent plus fort et qui mettent plus de temps à se relever. Ouais. Mais on se relève. Et là, s'il y en a certains qui tombent et qui se relèvent pas, mais généralement, on se relève. Et si on prend un peu de hauteur, on apprend des erreurs qu'on a fait. On essaie de pas reproduire les mêmes. Donc première fois, on se plante parce que je me suis lancé avec un pote, on était en galère, on voulait juste bouffer. C'était pas une raison suffisante pour lancer un truc. Ça peut fonctionner, mais c'est pas suffisant. La deuxième fois, on a eu une idée en or, enfin ce qu'on pensait être une idée en or en tout cas, avec cette idée de coaching sportif en ligne. Il y avait rien, on s'est dit on prend le marché, ça va le faire, sauf que c'était pas la bonne personne. Et puis la troisième fois, c'est je travaillais dans une école de commerce
climat très toxique, ras-le-bol, je lui dis, allez, je vais bosser à mon compte. Pas la bonne raison. C'est Pas la bonne raison. Pas la bonne raison non plus. C'est là, tu fuis plus que tu ne construis. Et là, la dernière, là, qui est en cours, bah là, c'est, tiens, je vais me lancer à mon compte parce que, là, c'était en plus, c'est un peu le hasard. Je prends la direction d'une agence en Suisse, d'une agence de transformation digitale pendant le Covid, donc télétravail, donc voilà, tous les avantages. Et puis, fin du Covid, on n'a plus le droit de télétravailler. On n'est plus d'accord. Ah oui, mais ça m'arrange pas de faire 300 km matin et soir pour rentrer. Donc, du coup, ce que je vous propose pour garder le statut, c'est que je me mets en mon compte, puis vous me payez en tant qu'externe. Moi, je fais le même boulot, et puis on reste bons amis. Ouais. Ok, on fait ça. Puis je me mets à mon compte, et là, j'ai une personne qui me contacte, deuxième, troisième, des anciens collègues, des potes, qui me disent, on aimerait bien bosser avec toi, on aimerait bien que tu fasses ça pour nous. Donc, tu prends, puis à bout d'un moment, ça commence à être dur de tout prendre. Ouais. Donc, il va falloir que je monte autre chose. Pendant 1 an, je fais ça. Et puis, avec un collègue et pote de promo, on se dit, il y a un truc à faire parce que on est dans la même optique. Ça veut dire qu'on a bossé en agence, on a bossé en entreprise. On a vu que il y avait des failles dans chaque système. On a bossé avec des freelances, on a vu les failles aussi. Si on essayait de créer un truc un peu hybride, qui est pas révolutionnaire, pour voir si ça va fonctionner. Et on lance, et là, ça prend. Et finalement, je pense qu'il y a aussi une question de timing et de bonnes personnes et d'expérience. Enfin voilà, c'est un subtil mélange. Là, c'était le bon moment. Mais du coup, juste avant que tu t'échappes plus loin, Ouais. Quand tu dis, voilà, on a essayé de faire un truc qui n'est pas particulièrement innovant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est assez simple et compliqué, je sais pas, mais en fait, on est parti du constat qu'en agence, il y a, en phase avant-vente, c'est les cadors qui sont mis devant le client. Mm-hmm. Vous l'avez vu, là, lui, il est fort, il a bossé pour Dior, il a fait Givenchy, extraordinaire, c'est notre directeur artistique. Puis le client signe. Puis là, c'est le stagiaire qui fait le boulot. Et puis après, côté freelance, on a un freelance, c'est une pépite. Le mec, il est super fort en développement. Par contre, il touche pas une bille en graphisme. Il faut trouver quelqu'un qui soit au même niveau. Donc là aussi, problématique. Et puis, quand on est côté client, on a ce côté frustrant d'être face à une agence qui, sur le papier, c'est grandiose. Puis dans les faits, ok, il y a 3-4 têtes d'affiche. Et derrière, c'est pas toujours au même niveau. Et les freelances, ça veut dire qu'il faut aller chercher freelance par freelance pour répondre à un besoin. Et il faut tout coordonner. Ça prend du temps, c'est complexe, etc. Ouais. Et du coup, nous, on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est monter un collectif où on va aller sélectionner les freelances qui répondent aux besoins qu'on a eu quand on était client ou qu'on aurait eu quand on était en agence. Et on va prendre la direction et la gestion de projet de cette équipe-là. C'est une sorte d'agence touriste de freelance. Ouais. Et voilà, on a sélectionné d'abord des personnes avec qui on avait bossé dans le passé. Avec certains, ça s'est très très bien passé, on était contents et c'était toujours au niveau. D'autres, on s'est aperçu que 10 ans après, ils ont peut-être pas évolué comme on aurait espéré. Comme quoi, là, t'as Darwin directement qui revient. Exactement. Et puis, t'as des rencontres. On a notre 3e associé, parce qu'à la base, on n'était que 2. Puis on a rencontré Léa, qui avait 25 ans. 25 ans, elle avait commencé à coder à 15 ans. Et elle n'avait jamais travaillé en tant que CDI, toujours été freelance. Une dinguerie. Une maîtrise technique incroyable, une ouverture, une capacité d'apprentissage, une volonté de transmettre, mais incroyable. À 25 ans, ce niveau de maturité et d'excellence, c'était rare. Et puis en plus, la personne super gentille. Toute douce, toute calme, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours à trouver la meilleure solution. Enfin, un profil vraiment rare, quoi. Mm-hmm. Donc là, on lui dit, je veux pas prendre départ. Reste avec nous. Ouais, c'est ça. Et puis comme ça, voilà, de fil en aiguille, on en rencontre d'autres et maintenant on est une 12aine et on s'aperçoit que le modèle fonctionne. C'est-à-dire que en fonction des clients qu'on rencontre, on a un besoin en face et on a une personne ou plusieurs pour répondre à ce besoin. Et même les membres, eux, qui généralement quand on est freelance, on veut bosser tout seul. On veut pas forcément bosser avec les autres. Mais on a trouvé aussi ce modèle de gestion un peu hybride où on les laisse très autonomes. Ils sont libres de bosser avec d'autres. Ils sont pas obligés de bosser qu'avec nous. Nous, on fait tout pour les garder, bien évidemment. Mm-hmm. Parce qu'on est très, très content de ce qu'ils font. On a une directrice artistique qui nous fait des web design incroyables. À chaque nouveau web design, on se dit, ouais, on n'arrivera pas à nous surprendre encore. C'est ça. Puis ça sort, on fait, ouais, ok. Waouh. C'est intéressant comme quoi la partie design, la partie artistique peut toujours repousser les limites. Moi, je pense à elle, à Sophie. Elle me bluffe à chaque fois. Même des sujets qui sont moins sexy que d'autres, elle arrive à faire des trucs assez incroyables. Donc là, elle, c'est pareil. Là, on lui a proposé de prendre des parts aussi. En fait, on crée un système un peu coopératif. Donc, on a un modèle capitaliste, mais avec une vision coopérative. Et d'ailleurs, que j'avais découvert quand je travaillais dans une coopérative agricole. Et on a fait une sorte
mix de tout ça. Et on garde le côté humain aussi, qui nous importe énormément. Et ça nous permet d'avoir des super relations, un bon suivi avec nos clients. Et tous les clients qui ont signé la première année, mais tous sans exception, ont re-signé la deuxième année. Et c'est là où la boucle est bouclée, ce que je disais au départ, avec cette volonté en fait de devenir un partenaire, d'apporter quelque chose. Et on crée des relations qui sont durables. Donc on a créé ce petit groupement qui a l'humilité de dire que nous on va pas révolutionner les choses, on va pas réinventer la roue. On va pas vous dire qu'on va vous faire vendre des millions grâce aux campagnes ads qu'on va faire. On va pas vous dire que le site internet là, ça va être l'expérience digitale la plus incroyable que les gens aient vécue. Jamais on dira ça. Par contre, on fera le travail bien, on fera de notre mieux, de manière à ce que ça réponde aux besoins et on essaiera d'anticiper l'avenir. Ça aussi, c'est super important. On essaye toujours d'anticiper la suite. Parce que c'est pas parce que le digital c'est non palpable qu'on doit pas penser à demain. Parce que le client, si tous les ans il doit sortir 100 000 euros pour faire sa digitalisation, alors qu'il aurait pu commencer à faire 25 000, plus 10 000, plus 15 000, juste pour évoluer, pour avoir le même niveau de performance, c'est mieux. C'est ça, c'est qu'il y a une capacité à toucher le véritable besoin plutôt que d'aller trop loin et de se perdre. C'est ça, et puis de vraiment de s'intéresser au client. Parce que derrière le client, c'est pas que un budget ou une trésorerie. C'est pas qu'un porte-monnaie, quoi. C'est pas qu'un porte-monnaie, c'est ça. Et parmi les clients, j'ai même des gens de proches. Ouais. Et raison de plus. Je pars du principe que si ces gens, c'était ma famille ou mes amis, qu'est-ce que je voudrais pour eux? Je veux pas les truander, moi. Je veux les aider à aller atteindre leurs objectifs. Parfois, c'est même moi qui dis aux clients, non, mais on va pas faire ça. Là, il y a un client, il y a pas longtemps, on nous a demandé des devis, on a fait 40 000 euros de devis. Puis un mois après, on les a rappelés, on leur fait des devis, là, vous les jetez à la poubelle. Parce que si on le fait, nous, on va gagner de l'argent, mais votre site, ça va être une usine à gaz, et ça sert à rien. Pour le même prix, on refait le site. Mais sinon, moi, je préfère m'asseoir dessus parce que c'est pas honnête. Du coup, je pense que je deviendrai pas riche, mais au moins, je m'endormirai avec ma conscience bien. Et justement, c'est la question qui me venait à l'esprit, c'est en faisant ça, tu gagnes potentiellement moins. Je gagne moins, sûr. Effectivement, donc tu gagnes moins, mais tu y gagnes ailleurs. Je gagne en relation durable. Donc, plutôt que de gagner peut-être 1 million d'une fois, je vais gagner 20 000 par an pendant 5 ans. C'est pas si mal. Mais du coup, ça, c'est une situation que tu vois être avérée? Ou est-ce que c'est plus quelque chose que tu espères qui arrive? Les deux. C'est déjà avéré puisqu'on voit bien qu'il y a des clients qui reviennent, ouais. Et qui reviennent et qui renouvellent les budgets avec nous dès la deuxième année. La première année, on a commencé petit. Ouais. On n'a pas de budget et tout. Forcément, ils testent. C'est normal. Puis on commence avec 10 000, avec 20 000, on finit avec 50 000. Puis l'année suivante, le budget, c'est 50 000 cette année. Bon, cool. Merci pour la confiance. Ouais. Et puis on va essayer de continuer à travailler aussi bien pour que l'année prochaine, on ait encore les 50 000. Donc c'est avéré parce qu'on est qu'à la deuxième année. Mais ça a été le cas sur 7 ou 8 clients qui nous ont suivis. Ah, ça fait que 2 ans là? Sur le collectif Silence, ça fait que 2 ans. La Alena, ça fait 3 ans et Silence, ça fait 2 ans. Et forcément, on a envie que ça continue. Là, j'en ai un, j'ai envoyé le devis ce matin, qui renouvelle déjà pour 2026. Oui, donc c'est cool. Mais effectivement, on n'a pas un fonctionnement. C'est là où je disais, on est entre le coopératif et le capitaliste. C'est que oui, on veut gagner notre vie, on n'est pas. C'est normal. Ouais. C'est normal, c'est le nerf de la guerre, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est là où on fait le lien avec les principes et les valeurs. C'est pour ça que je voulais appuyer dessus, parce que ça veut dire qu'il y a un choix de ta part, de votre part, parce que maintenant, finalement, t'es pas seul dans le bateau. Donc, ça veut dire que vous êtes tous alignés sur ça. Oui, on est tous alignés, même si parfois Alex, le cofondateur, des fois, il me dit là, t'es pas assez cher. Quand même. Parce que je suis mais t'as vu tous les projets qu'il nous donnent. Il fait mais d'accord, mais faut quand même qu'on gagne notre vie. Donc voilà, alors là, c'est là où c'est intéressant aussi d'être avec d'autres. C'est que faut parfois se remettre en question et les autres nous rappellent parfois qu'on est soit trop gentil, soit trop méchant, soit trop dans le rêve, soit trop dans la peur. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. C'est aussi pour ça que je préfère être à plusieurs. Ouais. Et la boucle est aussi bouclée avec le foot parce que tu gagnes pas un match tout seul, tu le fais en équipe. Et là c'est pareil. Je suis pas devenu footballeur professionnel, mais là j'ai fait une équipe qui peut gagner une petite coupe d'Europe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe que tu as maintenant, de ce que je comprends de ton histoire, c'est qu'elle s'est construite dans le temps. Oui. C'est-à-dire qu'il y a initialement les joueurs principaux, quoi. Donc vous étiez 2, c'est ça? Est-ce que la personne qui est avec toi, c'est une personne avec qui tu avais déjà monté un truc avant? Non. On se connaissait depuis l'IUT. On était les 2 cancres du fond de la classe près du radiateur. Et on donnait pas trop cher de notre avenir quand on était à l'IUT à l'époque. Et en fait, on s'est retrouvés il y a 4 ans, il cherchait du boulot. Et moi, c'est là où il y a 3 ans même plutôt, pardon. Je dirigeais l'agence à Genève. Je lui dis, écoute, viens. Par contre, à la condition, c'est que tu te formes sur les choses que tu maîtrises pas. Il l'a fait.
Et puis 20 ans après, on s'est retrouvés, on a continué à se marrer, on a continué à échanger. Et puis quand le format suisse a commencé à ne plus nous convenir à peu près en même temps et à péricliter, et on a fait les mêmes constats, on s'est dit allez, vas-y, on y va quoi. Ouais. Mais ça veut dire que c'est marrant parce que du coup, t'as monté plein de trucs, mais toujours avec des gens différents. Ouais. Et donc tu disais, des fois c'était pas la bonne personne, des fois c'était pas le bon moment, des fois c'était pas la bonne raison, etc. Et voilà, t'as jamais perdu la foi dans le fait que tu trouvais pas la bonne personne ou tu trouvais pas le bon moment ou etc. Je me suis pas posé la question. Des fois, il vaut mieux Ouais. pas se poser la question, mais tu vois, je trouve ça fascinant de dire que tu n'as jamais arrêté et tu as toujours recommencé avec une sorte de page blanche, avec une autre personne, avec une autre histoire. Oui, complètement. Et en fait, j'aime bien. Ça, c'est cool. Alors, c'est très paradoxal parce que je suis très fidèle en amitié, dans mes relations. J'ai mes mêmes amis depuis 20 ans, plus même pour certains. Mais j'ai toujours aimé le changement et renouveler, recommencer. Quoi. Même quand je jouais à FIFA, je recommençais mes équipes toutes les 2 semaines. Enfin, j'ai toujours aimé ça, renouveler, recommencer. Et effectivement, je me suis planté de très nombreuses fois, aussi bien dans le pro que dans le perso. Mais je me suis relevé. Et puis, il y a un moment, je pense que c'est le bon moment. Et là, même à titre perso, enfin ma femme finalement, je l'ai rencontrée assez tard, j'avais 38 ans je crois, 37. Et pour beaucoup, on aurait pu penser 37 ans, tu trouves plus l'amour. Enfin, c'est trop tard pour fonder une famille. Puis finalement, là j'en ai 43, j'ai 2 enfants. Et c'est pareil finalement pour le boulot. Je me suis planté 3-4 fois avant. Et puis là, je me lance avec potentiellement la bonne personne, potentiellement au bon moment, potentiellement avec l'autre offre, la bonne offre. Et là, cette fois, ça marche. Là, ça fonctionne. Il y a un truc qui est dur pour moi, mais du coup, je me demande comment est-ce que toi tu le vis. À chaque fois que tu fermes quelque chose ou que tu réouvres quelque chose, etc., il y a une sorte de deuil à faire. Tu vois, il y a quelque chose qui s'arrête pour se rouvrir sur autre chose. Du coup, toutes ces expériences passées, à chaque fois que tu as dû décider d'arrêter, ça a été plutôt une continuité, une décision très rationnelle, ou il y a quand même eu une sorte de détachement émotionnel à faire à chaque fois de ces projets, de ces entreprises, ces initiatives? Non, c'est purement rationnel. C'est très froid. C'est très froid. Ça vient... le côté émotionnel est avant la décision. Avant, tu te bats, tu t'inquiètes, tu te mets dans tous tes états. Et puis, une fois que j'ai passé ce cap émotionnel, là, il y a un moment où c'est très froid et le coup près tombe. Et là, il n'y a plus de retour en arrière. Je regarde pas derrière moi, j'avance. Mais ça veut dire que c'est quand même une grande compétence d'avoir cette capacité à, on va dire, refroidir la dimension émotionnelle pour ensuite décider, quoi. Oui, mais c'est long. Mais c'est long. Sur le côté émotionnel, Alex, mon associé, il pourrait le dire, je suis quand même assez sanguin. Donc c'est quand je suis dans ces états où l'émotion prend le pas, je suis pas facile. Ni pour mon entourage, ni pour mes collègues, ni pour quoi que ce soit. Et puis, il y a un moment où je peux pas l'expliquer, il y a un moment, ça devient froid. C'est une colère froide qui passe, je passe en mode robot mais par contre, ça m'évite de faire parfois des grosses bêtises. Oui, parce qu'au final, quand on écoute tout ton parcours, ça veut dire que tu as quand même ouvert, fermé, ou en tout cas, tu as eu pas mal d'aventures différentes. Après, je me rends pas compte de la temporalité de chacune des aventures, mais ça veut dire quand même que tu n'as pas trop perdu de temps à réfléchir s'il fallait arrêter ou recommencer, quoi. Si tu l'as fait, quoi. Ouais, alors je sais pas si on peut dire que j'ai pas perdu de temps, parce que peut-être qu'il y a des choses où j'aurais dû réagir plus tôt. Je pense surtout lorsque j'étais en CDI, il y a des situations où c'était quand même assez nauséabond et où je me suis mis dans des états psychologiques assez lourds et où j'aurais pu claquer la porte bien plus tôt. Par contre, les boîtes que j'ai créées, là par contre, ça a toujours été rapide. C'est quelques mois. Si après 8-10 mois, je vois que ça prend pas du tout, je me dis non, ça sert à rien. Ouais, au moins, t'as la main sur la barre. Ouais. Donc, t'as l'occasion de pouvoir vraiment naviguer comme tu le souhaites, quoi. C'est ça, le petit côté contrôle. Ouais, c'est ça. Mais contrôlant, peut-être, mais au moins, t'as la capacité de décider. Ouais. Parce que tu peux très bien contrôler un bateau qui est en train de couler et de te dire non, c'est bon, tu vois, je ne regarde pas. Ah oui, non, là, je saute. Moi, je suis pas le capitaine à bord qui reste jusqu'au bout. Et donc, du coup, tu me disais que donc, cette nouvelle expérience, donc, c'est quelque chose qui aussi te tient à cœur parce que la partie co-construction est quelque chose qui est importante. Donc, ce collectif, il est géré comment? C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez monté au départ, c'est-à-dire que vous aviez des clients, puis vous avez cherché un peu un collectif pour pouvoir y répondre. Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles les gens ont la main qui fait qu'on est toujours dans la co-construction ou est-ce que c'est juste un collectif qui est géré par vous au final? Alors, c'est géré par nous, mais là aussi, on a évolué aussi. Au début, on s'est dit, c'est notre collectif, c'est notre idée. Et les premiers mois, on était un peu dans cette optique-là. Et puis finalement, parfois, on a discuté avec des freelances et ils ont commencé à nous apporter des idées. On fait, ah ouais, ça, c'est pas con. Et là, on s'est décidé, ok, maintenant, voilà, la porte est ouverte. Si vous avez des idées pour améliorer notre gestion de projet,
pour améliorer nos process, pour même améliorer notre offre. Bah, venez taper à la porte et on monte le truc. Et là, on est passé sur de la co-construction maintenant. Donc, on gère, parce qu'on gère l'aspect financier, on gère tous les projets, voilà, on gère tout ça. Par contre, tout ce qui est organisationnel, ou même offre commerciale, la porte est ouverte. Il y a pas longtemps, notre expert en ads, il m'écrit et puis il me dit le format ça marche pas là, ça me plaît pas. Est-ce qu'on peut pas imaginer quelque chose avec des packages? Et on discute et finalement au bout de 2 heures, on avait 3 packages qu'on va proposer prochainement avec des offres qui sont ultra ciblées en fonction des besoins des clients. Ce qui nous empêchera pas d'avoir une approche personnalisée pour certains, mais au moins pour commencer une relation, on a des trucs qui sont clés en main. Et à la base, on n'aurait jamais pensé ou même on n'aurait pas voulu le faire. Mais là, c'était pertinent. C'était venu avec des bons arguments et tout. Puis on a fait pareil sur la partie SEO. Puis on a fait pareil sur la partie maintenance, et etc. Mais ça veut dire que vous avez la capacité à pouvoir changer votre manière de fonctionner d'une manière organique, vu que ça vient de l'intérieur. Ça se ressent au niveau des clients ou pas? Je crois pas. Je pense que pour eux, c'est assez transparent. Il n'y a pas de changement vis-à-vis du client. Dans l'approche client, il n'y a pas de changement. C'est vraiment dans ce qu'on est et comment on bosse entre nous. Ok, ouais. Et justement, dans le comment on bosse entre nous, c'est une question que je me pose souvent parce que c'est quelque chose que je trouve est sous-coté. Est-ce que tout ça, la manière dont vous vous comportez, dont vous communiquez, dont vous travaillez ensemble, est-ce qu'il y a des règles explicites ou pas? C'est marrant parce que c'est un sujet que j'ai discuté avec Florian juste avant. Ou est-ce que c'est des choses qui se font naturellement parce que finalement vous avez travaillé depuis un certain nombre d'années ensemble et donc vous connaissez comment est-ce que vous fonctionnez? Alors c'est une super bonne question et non, je ne crois pas qu'il y ait de règles explicites. Je pense qu'on s'adapte à chacun d'eux. Ok, d'accord. Chaque membre, un peu comme avec nos clients finalement, ils sont tous différents. Il y en a certains, il faut les rassurer, il faut les guider, et d'autres qui sont autonomes, donc il faut leur foutre la paix. Et on s'adapte. On s'adapte vraiment à chaque fois. Il y a certains qui ont besoin de peut-être plus d'encouragement, d'autres qui ont besoin qu'on se marre, d'autres qui ont besoin d'échanges. L'écrit, Slack, Discord, ça les emmerde. Ils préfèrent, ce serait bien qu'on parle quand même. Ok, on s'appelle. Alors on le fait peut-être pas assez. La personne à laquelle je pense, je sais qu'elle voudrait qu'on passe plus de temps à parler qu'à s'écrire. Mais on essaie de s'adapter à chacun. Mais même pour la partie paiement, il y en a qui ils veulent tout 50% d'acompte, d'autres ils veulent rien. Une fois que c'est fini, même si ça prend 9 mois, ils sont payés qu'à la fin. Enfin vraiment, voilà, on s'adapte vraiment à chacun d'entre eux. Et ça, on l'a fait plutôt naturellement. Mais ça aussi, je le tire du foot. Je suis désolé, j'ai fait souvent des parallèles avec le foot. On a chacun nos références. Mais c'est ça, et en fait, j'avais lu la biographie d'Alex Ferguson, je crois que c'est Lead ou Leading, qu'il avait écrit, et il expliquait comment il avait managé ses joueurs, son club à Manchester United, et principalement, il a managé les mecs les plus durs à gérer, quoi. Cantona, Roy Keane, des têtes brûlées, et finalement, mais il avait pas de recette. Il a dit, je m'adapte. Je comprends comment il fonctionne, et j'essaye de m'adapter à ça, tout en mettant quand même des limites. C'est ça qui est dur, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux t'adapter, mais par contre, si tu t'adaptes, mais que tu es drivé par les autres... ça, bien sûr, c'est la frontière. Il faut quand même mettre des limites et avoir un cap. Ouais. Mais dès lors que on trouve le juste équilibre, aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe qui fonctionne pas trop mal, ça roule, quoi. Mais du coup, qui s'adapte plus à qui? Est-ce que c'est plutôt eux qui s'adaptent à vous? C'est vous qui vous adaptez à eux? Ou est-ce que c'est ça, partagé? je peux pas répondre. Faudrait leur demander. Ouais. Moi, je m'adapte pour certains, mais je suis convaincu que certains doivent s'adapter à moi aussi, parce que, comme je disais, avec mon associé, on est très différents. Lui, il est plus calme, il est plus constant. Moi, j'ai des pics. Et il y a des moments où, quand je veux que ça avance, je suis peut-être un peu casse-pied. Donc, je pense qu'il s'adapte aussi, de dire, le vieux, là, il est gentil, mais bon, allez, je lui finis son truc, et puis, voilà, j'en sais rien, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, de ce que je perçois de toi, c'est que même si tu peux avoir un côté sanguin, tu disais monter haut, peut-être descendre bas d'ailleurs aussi, je sais pas, mais il y a cette stabilité avec tes principes et tes valeurs qui font que on sait que derrière ça, il y a quand même quelque chose qui est fiable et on peut avoir la conversation avec toi. J'espère, ouais. En tout cas, c'est moi ce que je perçois, hein, parce qu'au final, on se connaît depuis 1 heure. 2 heures, ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est que tu as cette capacité en tant que finalement gestionnaire à inspirer confiance et avoir cette capacité à pouvoir converser avec les gens pour pouvoir t'adapter aux gens, parce que sinon si les gens n'osent pas te dire les choses, tu peux pas t'adapter toi au mieux. Non, j'ai plutôt tendance à encourager, même s'il y a des choses qui me plaisent pas, je préfère qu'on me les dise et je préfère les entendre que la prendre par derrière ou que la personne soit frustrée puis nous quitte, ou voilà, je préfère crever l'abcès quoi qu'il arrive. J'ai pas peur non seulement j'ai pas peur du conflit, et en plus je le trouve sain. Je trouve ça très sain qu'on puisse débattre, se dire les choses. Pour moi, ça nourrit.
et les êtres, quels qu'ils soient. Et ça nous permet, je parlais d'élévation tout à l'heure, ça te permet aussi parfois de te remettre un peu en question. Ouais. Moi, on a un 4e associé qui va rentrer au capital prochainement. Un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, tes messages sur Slack le dimanche à 20h, t'arrêtes, quoi. Je lui dis, c'est sur Slack. Il me dit, oui, mais moi, j'ai le notif push. Moi, je prends envie de penser au boulot le dimanche soir. Pour lui, j'arrête d'écrire le dimanche soir. J'attends le lundi matin. Parce que je savais pas qu'il avait mis ses push. Ouais. Donc voilà, je m'adapte. Ça va pas m'empêcher de dormir que d'envoyer le message le lundi matin. Sauf que dans mon fonctionnement, parfois, je dis des pif, hop, j'envoie le message. Ouais. Mais je m'attends pas à ce qu'il me réponde tout de suite. Mais voilà. Donc du coup, je m'adapte. J'entends le message. Parfois, mon associé, il me dit, ouais, tu devrais pas être comme ça. En tout cas, si tu me dis des choses, me les dis pas comme ça. Du coup, j'essaie de m'adapter. Bon, parfois, il me le rappelle quand même. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie explicite, parce que en réalité, ça, ce sont des choses qui pourraient, c'est le coach qui parle, mais qui pourraient vous y aider, c'est qu'en fait, si vous l'explicitez, c'est-à-dire que en vrai, si vous l'écrivez quelque part, il y a des gens qui aiment bien faire ça. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est comme si, en fait, tu écrivais ton manuel de fonctionnement. Et alors là, moi, j'ai tendance à parler comme ça. S'il y avait une bonne manière de me parler à moi, voilà à quoi ce serait, en fait. Tu le mets quelque part parce que c'est toujours accessible aux gens. Ah, c'est une bonne idée. Des fois, les gens ne se souviennent plus ou te côtoient pas assez souvent, tu vois. Et donc, du coup, au moins, tu l'écris comme ça. Quand tu te présentes, quand tu discutes avec les gens, au moins, tu as quelque chose qui est explicite au départ. Ça aide les gens à se permettre de faire des choses parce que toi, tu leur as permis de faire les choses. Voilà ce que vous pouvez vous permettre avec moi. Voilà ce que vous pouvez ne pas vous permettre avec moi aussi. Si, c'est une très bonne idée. Et donc, voilà, dans les interactions humaines, on a souvent l'impression que les choses doivent se faire de manière implicite parce qu'on doit sentir les choses, ça doit se faire tout seul. En fait, non. Rien ne nous empêche de créer un peu de cadre qui, finalement, avec l'ouverture que vous avez, parce que c'est ça que j'entends, c'est que aujourd'hui, si ça fonctionne, c'est que vous avez la capacité à vous dire les choses, ce qui est déjà extraordinaire par rapport à beaucoup d'entreprises où, pour moi, justement, qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'elles n'arrivent pas à se dire les choses, et en fait, elles vont foncer sur le prochain outil qui est censé résoudre ce problème-là. Alors que généralement, c'est pas un problème d'outil, c'est un problème de besoin et donc de conversation. Entièrement d'accord, ouais. Donc, pour moi, vraiment, il y a une vraie beauté dans ce que vous avez construit aujourd'hui, qui est cette capacité à construire des choses ensemble, à être à l'écoute les uns des autres et d'être suffisamment ouvert pour pouvoir accepter, en fait, les moments qui sont pas faciles, mais qui vous permettent d'avancer ensemble. En tout cas, c'est ce que je perçois de ce que tu racontes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'espère que les autres aussi. On leur demandera. Il faut, je pense que, même si j'espère qu'ils écouteront le podcast et si c'est le cas, j'espère que s'ils ont des choses à dire, qu'ils se diront, en fait, si je peux. Si vraiment, si là, ils avaient des doutes, quoi. Parce que non, au contraire, de toute façon, ça ne peut pas durer si on peut pas se dire les choses. C'est un peu comme un groupe d'amis ou comme une famille. En tout cas, moi, le fonctionnement que j'ai avec mes amis, on se dit des choses, parfois, on n'y va pas par quatre chemins. Et je pense que c'est ça qui fait que ça dure, c'est qu'on peut se dire des choses, parfois pas sympas, mais ça change pas ce que sont les personnes, ce qu'elles font et la confiance qu'on a en elles. Et je pense aussi que ça peut s'appliquer aussi en entreprise, pas forcément avec la même application émotionnelle forcément, mais ça pourrait. C'est en entreprise, c'est juste qu'on oublie parfois qu'en face de nous, on a des êtres humains aussi. C'est vrai. Mais derrière ça, je te rejoins, les amis, ou en tout cas les vrais amis, sont ceux qui osent se dire quand tu es en train de te perdre aussi, et qui ont la conversation qui est difficile, que tu ne voudrais pas avoir. Eh bien, super. Ce que je te propose, c'est que on passe à la dernière phase de notre épisode. Ouais, avec plaisir. Parce qu'on pourrait discuter encore très longtemps, mais à un moment donné, il faut qu'on accepte de faire un peu moins. Alors, pour cette phase de l'épisode, donc tu ne l'as pas vu, parce que du coup, je l'ai fait juste avant qu'on démarre. Ok. Mais à côté de moi, il y a 3 paquets de cartes. Ok. On va passer par les 3 paquets de cartes. Donc, ce sont des questions, comme je t'avais dit. Des questions sur le passé, sur le présent et sur le futur. Ok. Ok. Donc, on va naviguer dans ces trucs-là. Du coup, je te passe un premier paquet de cartes. Et celui-là, c'est... Normalement, c'est le passé. Voilà, c'est ça. Je te propose de mélanger ces cartes avec habileté et d'en choisir une au hasard. Donc, tu nous la liras au micro et puis je te propose d'y répondre. Alors, quelles sont les 3 choses que tu as découvertes sur toi au cours de ces 5 dernières années? La chose la plus importante qui a été une énorme révélation pour moi et qui le sera certainement pour beaucoup d'autres, suite à certains surmelages, j'ai été suivi par un psy qui m'a fait passer des tests et j'ai découvert que j'étais HPE, HPI à l'issue de cette longue analyse. Et ça a été une énorme découverte pour moi parce que jamais j'aurais pu imaginer que je pouvais être HP tout court. Oui, parce que tu as toujours été le cancre à côté du radiateur, c'est ça ? Exactement.
J'étais le cancre, j'étais le moyen, je m'ennuyais un peu dans tout ce que je faisais, et je me dis, je ne peux pas être au potentiel puisqu'il y a tout qui m'emmerde. Ouais. Et au final, c'est parce que tout t'emmerde que peut-être t'es au potentiel. Et ben, c'est ce que j'ai découvert. J'ai fait des tests et quantitatifs et qualitatifs. Ça m'a pris de longues heures pour faire tout ce travail. Et Ouais. voilà, le résultat a été une énorme surprise. Ok. Et je pense que voilà, même pour si mes copains écoutent cette vidéo, ça va beaucoup les faire marrer. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai découvert que je pouvais devenir manuel. Je pensais que j'étais qu'un cérébral qui aimait écrire et réfléchir. Et puis quand, avec ma femme, on a décidé d'acheter notre ancienne maison et de la retaper, par pragmatisme, en découvrant les devis de certains artisans, je me suis dit, je vais apprendre à faire. Et aujourd'hui, si en 5 ans, j'ai appris à faire de la charpente, de la menuiserie, de la plomberie, et je me débrouille pas trop mal. Bon, c'est loin d'être parfait, mais ça fait le boulot pour des petits projets. Donc voilà, c'est l'autre découverte. Et là aussi, ça a été une découverte pour mes parents, qui pensaient jamais que je serais capable de planter autre chose qu'un clou. Et voilà, je pense que voilà, ces deux choses-là, c'est déjà pas mal. Ouais, j'en aurais pas 3, j'en ai 2, mais c'est déjà pas mal. Deux, c'est déjà pas mal. On va rester sur ça. On va accepter ça. Ce que je te propose, c'est que je regarde un peu les cartes. Tire-en une autre. Ok. De ce paquet-là. Quelles sont les personnes les plus marquantes positivement de ton enfance et pourquoi? Réponse très facile, c'est ma mère et ma sœur. Ouais. Voilà, tout simplement. Pourquoi? J'ai mes parents ont divorcé quand j'étais très gamin. Ma mère a fait tout ce qu'il fallait pour se sacrifier, pour faire en sorte que j'ai une enfance cool et que je manque de rien. Et puis ma sœur y a grandement contribué aussi, puisque elle a tout fait aussi pour que tout ce que ma mère ne pouvait pas m'apporter, je puisse l'avoir. Donc elle m'a emmené en voyage, elle m'a fait découvrir des lectures, des films, des univers que je ne connaissais pas. Donc voilà. Très bien, simple, direct. Ce que je te propose, c'est qu'on va basculer maintenant plus à aujourd'hui. Ok. Toc. Ce que je te propose, c'est que tu mélanges, pareil. Tu sais, ça donne une impression de contrôle. Ce que je te propose, c'est que tu vas en tirer 2. Ouais. Tu vas lire les 2 et tu vas choisir la question à laquelle tu souhaites répondre. Alors, de quoi as-tu besoin pour avancer dans ta vie en étant en cohérence avec toi-même? Et que préfères-tu dans les relations que tu as aujourd'hui? Je vais répondre à la deuxième en un mot. Ouais. L'authenticité. Ah tiens, c'est un terme qui résonne. Tu peux nous en dire un peu plus? Je sais pas comment je peux en dire plus, en fait. J'ai besoin d'avoir des relations qui sont entières, sincères et pleines. C'est ce qui m'enrichit le plus, qui me fait le plus vibrer, tout simplement. Le superficiel m'ennuie. Voilà, ça a le mérite d'être simple. Donc c'est ce que tu mets derrière authentique. Ouais. C'est plein, entier. Ouais, sincère, loyal. Ouais, c'est tout. C'est tout, c'est évident, voyons. Non, c'est pas évident, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas besoin de... J'ai des souvenirs de soirées dans une autre vie où j'étais là et ils étaient tous à table en train de parler placement financier, beau temps, machin. Et je serrais un verre dans la main et le verre a éclaté. Parce que je m'ennuyais tellement à mourir que ça me mettait en colère. Ah oui. Et du coup, j'ai les mêmes amis depuis 25 ans, 20 ans, 15 ans pour certains. Et en général, quand une personne rentre dans le cercle, elle reste. Elle reste, voilà. Et généralement, elle rentre dans le cercle parce qu'elle a cette caractéristique-là à minima, de ce que j'entends. Oui, je fais pas de sélection sur des critères économiques ou sociaux, c'est sur l'humanité de la personne. Et j'ai des amis qui sont très très différents, qui sont issus de tous les secteurs de la société, qui ont des parcours très différents. Et je suis pas objectif, mais c'est des gens très bien. Ouais. Du coup, tu les réunis ou pas? Ouais, souvent, ouais. Ouais, dès que je peux. Donc t'as pas cette crainte de réunir des gens qui sont de mondes différents? Non, ils s'adorent en plus quand ils se voient. Ouais, ils sont pas forcément des liens en dehors de ces réunions, mais quand ils se retrouvent, ils sont tous super contents et on passe des super week-ends et même ceux qui sont super opposés, quoi. Là, j'en ai 2 qui viennent dans 15 jours. C'était les 2 extrêmes dans les idées politiques, dans la philosophie, dans les machins, mais ils se marrent, ils sont pliés en 4 dès qu'ils se voient. Je trouve ça intéressant parce que du coup, je pose cette question parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas mélanger les groupes, je dirais, et d'autres, comme toi, qui sont plus ouverts. Et en fait, c'est toi qui crée la connexion entre les gens et qui crée l'ambiance qui fait que les gens aussi vont pouvoir se connecter, quoi. Donc c'est super. Merci pour ce partage. On termine par le dernier paquet? Ouais. Le futur. Il y a que 4 cartes. Donc du coup, ce que je te propose, c'est que tu vas en choisir 2 et tu vas me les passer. Je vais te les lire. Ok. Et je vais choisir. D'accord. Ok. Sauf si je sens qu'il y en a une qui te titille plus qu'une autre. Non, il n'y a pas de... Alors, la première, c'est: quelle sera ta plus grande réussite demain? Et la deuxième, c'est:
Si tu devais te donner 3 conseils pour être bien dans ta vie, là, maintenant, lesquels seraient-ils? Il y en a une qui te parle plus? Ouais, la première. Ouais. La première? Bah, je te propose de répondre à la première et la deuxième. Donc la plus grande fierté. Non, c'est ta plus grande réussite. La plus grande réussite. Mais tu peux répondre à fierté si tu veux. Non, mais réussite. La plus grande réussite, ce sera que mes filles soient épanouies, heureuses et qu'elles rient de tout et qu'elles continuent de. Il y a un film qui s'appelait Piano et le slogan c'est joue comme si demain n'existait pas. Ouais. Et j'espère qu'elles continueront de jouer comme si demain n'existait pas. Presque on aurait pu arrêter le podcast sur ça. Tu vois. Ça aurait été magnifique. Ouais, super. Est-ce que ça te dit de répondre à la deuxième question? Ouais, je veux bien que tu me la rappelles du coup. Si tu devais te donner 3 conseils pour être bien dans ta vie, là, maintenant, lesquels seraient-ils? Garde ta femme, garde tes filles, garde tes amis. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Et donc d'apprécier ce que tu as aujourd'hui. Au final, ouais, exactement. C'est ouais. ça. Bah, ça a le mérite d'être très direct et très clair. Merci beaucoup, en Merci tout cas, à toi, c'est sympa. pour ce bel épisode. Et avant de se quitter, si des personnes sont intéressées pour discuter avec toi, prendre contact parce que cet épisode-là a résonné d'une manière ou d'une autre, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent me contacter soit via LinkedIn, soit ils vont sur mon site alenadx.com, soit sur silencewework.com. Ils remplissent un formulaire et ils me contactent. Okay. Sinon, je sais pas comment tu fonctionnes, mais tu peux même mettre mon je adresse mettrai mail les liens quoi qu'il arrive. Ouais. Même mon adresse mail, tu peux la mettre dans la description, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Super, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci à toi. Salut. Salut.